Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous reviendrons sur la belle deuxième place de Mathieu Pavon à Maurice la semaine dernière et nous parlerons également du match Tiger Woods-Phil Mickelson. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thious et Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut JP. Salut tout le monde. Et aujourd'hui on reçoit l'homme qui est incollable sur le PGA Tour, surnommé The Bible, Sébastien Audou. Salut Seb. Salut. Allez, avant d'ouvrir notre page consacrée à The Match, direction le Tour européen, escale à Maurice la semaine dernière, où se déroulait la Frasia Masters, la Frasia Mauritius Open, victoire de Kurt Kitayama, on y reviendra. Et belle semaine pour nos joueurs français, 4 tricolores terminent dans le top 15, dont Victor Pérez et Mathieu Pavon. Alors, est-ce que messieurs, vous avez suivi cette Open évidemment, on l'a suivi. Maurice. Moins que toi, Jean-Philippe, quand même, vénard. Tu nous l'as fait vivre comme jamais. Donc, ouais, évidemment qu'on a suivi, surtout que Mathieu. Surtout qu'il y avait des Français devant, quoi. Donc, ça faisait plaisir. Ouais, c'est toujours des tournois un peu, on va dire étranges, mais c'est vrai que c'est en fin de saison, mais ça compte pour l'année prochaine. C'est un peu. Non, c'est en fin d'année, mais ça compte pour la nouvelle saison. Exactement. Mais c'est en fin d'année. En plus, c'est à Maurice. C'est un peu les vacances, mais les joueurs, eux, ils sont pas en vacances. On le disait. Troisième place de Victor Pérez qui était encore une fois dans le coup pour la gagne. Troisième place à Hong Kong, là, il termine 14e. Ouais. Victor Pérez pour ses débuts sur le Tour européen, c'est tonitruant. Vachement important de démarrer sa saison sa première saison pleine sur le Tour européen comme ça, parce que le type il sortait d'une saison sur le Challenge Tour qui était vraiment en mode fusée, et là il continue et il se pose pas de questions, il continue à faire les mêmes choses. Il a une bonne structure, on en a parlé avec lui dans un précédent podcast, donc il fait les choses très très bien et ça se confirme dans les scores et dans les résultats, pourvu que ça dure vraiment, parce que c'est cool de voir un bonhomme qui fait la transition aussi facilement comme ça. C'est vraiment bien, quoi. Et c'est surtout l'importance, il le disait Victor, d'engranger des points tout de suite en vue des gros tournois qui arrivent et de se mettre un peu à l'abri avant les tournois de janvier. Ouais, vous avez eu Raphaël Jacquelin pour le prochain numéro du Journal du Golf qui va sortir cette semaine là, et Raph soulignait effectivement que Victor avait choisi de ne pas breaker, d'aller directement sur sa lancée du Challenge Tour pour surfer sur cette vague. Et visiblement ça lui réussit. Il a quand même déjà engrangé pas mal de points pour l'année prochaine, puisque maintenant on compte en points sur le Tour européen. Exactement. On parle plus en euros, et puis pas mal de confiance. Il voit qu'il a tout à fait le niveau. Il a eu raison. On l'avait reçu ici. Il a vraiment la tête bien faite. Et ces résultats le prouvent. De toute façon, c'est toujours pareil en golf. Quand vous pensez bien, généralement, ça se voit dans vos résultats. Sébastien, vous opinez du chef ? Non, la science du calendrier, c'est vraiment un truc primordial, dont on parle peut-être pas suffisamment, mais c'est une science très personnelle. Mais il faut à la fois savoir profiter de ces moments de forme et donc jouer beaucoup, mais savoir aussi s'arrêter, parce que quand on joue trop, parfois on se grille et on le paye plus tard. Enfin, c'est extrêmement complexe et il faut très bien se connaître, et souvent ça fait partie des apprentissages peut-être les plus compliqués des joueurs lorsqu'ils passent un cap ou lorsqu'ils arrivent sur le tour, y compris pour des grands joueurs. Spieth a fait des erreurs à ce niveau-là, et ne pas se tromper là-dessus, c'est aussi une grande clé de la réussite. Tiger on a fait des erreurs cette année, des erreurs de calendrier, mais après il était un peu obligé. Il était un peu obligé. Surtout que cette année, surtout que là c'était un tournoi peut-être l'un des plus petits, des moins bien dotés. On aurait pu penser que Victor, ayant une catégorie via le Challenge Tour, il a terminé 3ème du Challenge Tour, une catégorie assez complète, aurait pu zapper et aller directement en Afrique du Sud. Ouais, mais quelque part il était à Hong Kong, il revient vers l'Europe. C'est pas, encore une fois, c'est bien pensé, et ce garçon a la tête très bien faite, et il fait pas d'erreur. Enfin, pour l'instant il en fait pas. Il est d'ailleurs très bien classé au classement mondial et dans les 150 premiers. Je pense qu'il va continuer à monter, continuer à nous surprendre. Et alors, est-ce que vous voulez écouter sa réaction après sa semaine mauricienne, Arnaud ? Ah oui. Allez, on l'écoute tout de suite. Ça reste une très bonne semaine. Je pense qu'il faut aussi donner de la valeur un petit peu à tous les résultats, et pas se dire que je vais faire 3ème toutes les semaines. Les gens, je pense,
ont eu la chance d'avoir l'habitude que je joue bien et j'ai eu la chance de bien jouer récemment. Et ça reste quand même une très bonne place. Je pense qu'en début de semaine, on m'aurait dit que j'allais finir dans le top 15, j'aurais forcément signé. Je pense que beaucoup de joueurs signé aussi. Alors c'est vrai qu'il a été, il était en tête à un moment du tournoi, Victor. Il finit finalement 14e. Il le dit, faut pas attendre à ce que je sois tout le temps 3e. C'est bien vu de sa part, Arnaud. Vous disiez, il a la tête bien faite. Oui, honnêtement, quand on l'entend parler, on l'avait reçu ici et moi j'avais eu la chance d'avoir tous ces professeurs à Tarbes, enfin pas mal de gens qui l'ont coaché. C'est quelqu'un de très intelligent qui prend des bonnes décisions. Pour l'instant, il a tout bon dans sa carrière. Encore une fois, l'année dernière, il a essayé sur le Tour européen, ça s'est pas bien passé. Il s'est rabattu sur le Challenge Tour, il a fait plein de bons résultats. Je crois que c'est le Tour européen qui disait cette stat. Il en était à je sais pas combien de places dans le top 15 ou dans le top 20 de suite. Voilà, il joue super bien. Pour l'instant, il a tout bon. Qui continue sur cette lancée. Victor Pérez qui joue sans gants d'ailleurs pour la petite info. On y reviendra plus tard. On va parler de Mathieu Pavon qui a terminé lui deuxième. Encore une belle performance pour Mathieu Pavon qui avait à cœur de se remettre un peu de ses 2 derniers tournois en Turquie au Netbank qui avait été moins bon. Il termine deuxième ex-aequo. Il a retrouvé son jeu, Mathieu, il nous le disait, il nous le confiait, son petit power fade là, il l'a retrouvé. C'est pareil, ça fait plaisir de revoir ce type de profil là. Travailleur, sérieux, sportif. Et d'ailleurs, il s'est un peu servi de ce tournoi pour se remettre en forme et se remettre. Il venait de la Réunion et il se remettait en forme justement grâce à ce tournoi, Mathieu. Ouais, et puis c'est vrai que la saison dernière était un petit peu moins bonne que cette saison que celle d'avant, puisqu'il avait été à la finale de la race pour sa quasiment première saison sur le Tour européen avec une 3e place au Scottish, etc. On va pas il a fini 89e cette année de la race. Ouais, c'était un peu moins bon, mais il est toujours là, Mathieu. Et c'est un bonhomme sérieux, c'est un bonhomme qui bosse, mais comme rarement j'en ai vu des bons hommes bosser, que ce soit au practice et surtout à la salle. C'est un gars qui est très physique et il fait les choses très très bien aussi et de façon simple en fait. C'est ça qui est vachement intéressant dans ce genre de profil. C'est un peu comme Victor Pérez d'ailleurs. C'est des joueurs qui font les choses très simplement. Ils sont bosseurs. Il y a pas un mot plus haut que l'autre. C'est très pro. C'est presque un pro, parfois peut-être un peu scolaire, mais quand même ça paye quoi. Ça paye bien. C'est cool. Alors Mathieu Pavon qui a terminé deuxième à 2 coups de Kurt Kitayama. On l'écoute justement, Mathieu Pavon, sa réaction après ce 4e tour. C'est un tournoi qui m'a réussi. C'est vrai que je sais que généralement en fin d'année je joue assez bien. C'était pas tombé en Turquie, en Afrique du Sud, c'est venu maintenant. Très content. J'ai fait 4 belles parties. Il aura pas manqué grand chose. Un peu de concentration sur quelques coups et un ou deux putts qui tombent et ça aurait pu faire un peu la différence cette semaine. Au niveau du score, c'est vrai que c'est prêt. Après, la différence entre les champions qui gagnent et ceux qui leur courent après, elle est là. Si c'est pas moi qui gagne aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses à bosser comparé à la personne qui a pris le trophée cette semaine. Voilà, si près si loin, au final, Mathieu Pavon, il le disait, 2 coups, c'est rien, mais à la fois tout. Ouais, mais il a fait un bon dernier tour. C'est aussi le leader qui a bien joué. Il ne peut pas tellement s'en vouloir. Il fait un bon dernier tour. Mathieu, il a été dans le coup. En face de lui, il y avait quelqu'un de plus fort. On sait qu'en golf, vous jouez contre le parcours. Et après, vous regardez le score des adversaires. Là, il est tombé sur quelqu'un de plus fort que lui ce jour-là et sur la semaine. Mais il a fait un très bon tournoi. Martin. Non, l'important, c'est toujours pareil. C'est de se mettre en position de gagner. Et ok, on va dire, encore un Français qui finit deuxième. Ok, non, ça, ok, on peut le voir deuxième comme ça. ex-aequo. Deuxième ex-aequo. En plus ex-aequo. Non, il s'est donné la possibilité au long de la semaine de finir dans ces eaux-là, donc d'avoir une chance de. Et l'important, c'est toujours ça, c'est le plus de chances on a de s'imposer, le plus au bout d'un moment, ça va tomber. Et pour un bonhomme comme ça, c'est évident que ça va tomber. Il va régler les petits détails, il comprend, il apprend, il progresse, il se pose des bonnes questions, ça va venir. Il faut être un peu patient. Et surtout que c'est quand même on va dire un petit bonus que. Seulement 2e tournoi de l'année, quasiment moins de 100 000 euros maintenant c'est en points, mais il fait quand même déjà une bonne opération pour la carte. C'est sûr que c'est tout bénéf cette semaine. J'ai presque envie de dire la carte ces jours-là, c'est plus vraiment l'enjeu, même si il fait 89e l'année dernière quand même, Martin. Ouais, la carte c'est pas l'enjeu quand tu finis 89e. Ouais, mais c'est un petit matelas quand même pour commencer l'année et les gros tournois. Bien sûr, évidemment que ça enlève la petite pression, machin bidule, mais ces jours-là, j'ose espérer que leur but premier c'est pas de garder seulement la carte. Je suis sûr que c'est même pas leur but premier. Alors Mathieu Pavon qu'on retrouve
retrouvera cette semaine en Afrique du Sud. Le vainqueur, c'est Kurt Kitayama. Et pourquoi on vous en parle? Parce qu'il a un destin assez particulier. Rendez-vous compte, il a fait toutes les étapes des cartes. Il a gagné à Ardolo les PQ1, il a fini 4ème de la finale. C'est vraiment dingue cette ascension. Là, c'était son deuxième tournoi sur le tour. Ça y est, il gagne. Ça change tout quoi pour lui. Ça gagner, ça change tout. Après, c'est les cartes, c'est la belle histoire des cartes. Heureusement, ça marche encore. L'accession par les cartes, il y a encore mais toutes les étapes, ça existe encore. En 2018 pour la saison 2019, c'est vrai que les cartes sont beaucoup moins favorables qu'il y a quelques années, mais il y a encore des belles histoires comme ça, tant mieux. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi un Français n'est pas, on va dire, pas capable d'une telle ascension. C'est vrai que ça s'est jamais vu côté tricolore de voir des joueurs comme ça qui en quelques étapes. Venant des cartes aussi bas comme ça et planter son deuxième tournoi sur le Tour européen, non, on n'a jamais vu. Mais pourquoi? Ou même des destins à la Matt Wallace, on pense notamment aussi à un joueur comme ça. Après, t'as des destins à la Julien Ken, t'as des destins, je sais pas, moi, même Mathieu Pavon, quelque part, qui a franchi les étapes petit à petit, machin, bidule, et qui s'installe. C'est peut-être moins fulgurant, mais après, c'est ça sûr existe. que Wallace et Katayama, ils ont une chance, c'est qu'ils sont américains et anglais et qu'on les laisse tranquilles, quoi. Voilà, nous, un Français, c'est sûr que dès qu'il commence à être un peu bon, tous les regards se fixent sur lui. Donc, voilà, c'est pas le cas pour les autres joueurs, pour les autres nationalités, en tout cas, pour les Britanniques et les Américains, qui eux sont tranquilles, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous, notamment les Occidentaux européens, dès qu'ils commencent à être bons, évidemment, tous les médias sont sur eux, donc c'est quand même plus dur de passer à travers les mailles du filet. Sébastien? Non, c'est sûr, oui, Katayama, je pense qu'il n'avait pas du tout la pression. Kitayama, pardon. C'est le Shingo qui me fait me tromper. Non, mais c'est vrai que les cartes, globalement, c'est un peu pour ça qu'aux États-Unis, elles ont quasiment disparu. Maintenant, elles ne permettent plus que l'accession au web.com. C'est que, statistiquement parlant, les joueurs qui arrivent du Challenge Tour ou du web.com, sont plutôt meilleurs sur la durée que les joueurs venant des cartes. Donc ça rend l'exploit encore plus fantastique. Et c'est vrai que ce sont des belles histoires pour nous qui cherchons les belles histoires dans le golf. Ce sont des histoires magnifiques, mais c'est pas forcément représentatif statistiquement de ce qui se passe. Alors suite du Tour européen cette semaine, ça sera à l'Open d'Afrique du Sud. Je crois un Open un peu particulier, parce qu'il y a 240 joueurs au départ. C'est un peu l'usine. Les joueurs nous disaient du Tour que c'était un peu l'usine de jouer ce parcours. Pour le practice, il faut attendre son tour. Ouais, c'est un peu l'usine, quoi. C'est toujours un peu la même chose. En plus, c'est en Afrique du Sud, donc il y a une masse de joueurs sud-af là-bas qui connaissent parfaitement ce genre de parcours avec des graminées un peu spécifiques, etc. C'est vrai que c'est un parcours, c'est vrai que c'est toujours un tournoi un peu spécial, mais il y a quand même 2-3 Français qui vont faire le déplacement. On sait jamais, voilà. On sait jamais. Exactement. Allez, on va suivre tout ça avec assiduité. Allez, on va parler maintenant du match Tiger Woods-Phil Mickelson, mais plus globalement de cette façon nouvelle de consommer le golf à la télé. Alors Sébastien, messieurs, vous avez regardé ce match Phil Mickelson-Tiger Woods? Non, j'ai pas regardé, j'ai vu quelques images de ci de là, tout ce qu'a pu poster nos amis de Bleacher Report. C'est pas totalement nouveau, il y a eu par le passé, il y a eu Tiger Woods, David Duval, Tiger Woods, Sergio Garcia, donc c'est un renouveau de ce type de... À la façon match de boxe un peu. Je pense qu'on a tous suivi l'histoire de Tiger et Phil ces 20 dernières années, et je pense qu'on a tous été frustrés, moi le premier, de pas suffisamment les voir en face à face. Alors dans un tournoi déjà, parce que c'est très peu arrivé. Et face à face dans un tournoi majeur, surtout en dernière partie. C'est le rêve de tout le monde. Et en fait, des face à face Woods-Mickelson, il y en a eu très peu. Déjà parce qu'ils jouent peu souvent les mêmes tournois en dehors des majeurs et des championnats du monde. Et donc forcément, c'est la bonne idée de les mettre. En tout cas, c'est l'idée. Ça semblait être la bonne idée. Ça semblait être la bonne idée. C'est vrai de les mettre face à face comme ça. Après, il y a eu tout un tas d'autres problèmes liés à ce match, à commencer par le pay-per-view qui n'a pas marché côté Turner. Donc il nous Turner qui était le Molotov TV, c'est ça, le diffuseur. C'était le diffuseur télé qui proposait cette solution de pay-per-view et qui proposait en gros. Alors rappelez ce que c'est le pay-per-view rapidement. Alors en gros, c'est tu veux accéder à un programme spécifique et au lieu d'avoir ta télé où tu allumes ta télé, t'as X chaînes, là c'est une chaîne dédiée, c'est un programme dédié que tu achètes au programme en gros. À un moment donné. Ce qui est le modèle économique de la golf, de la boxe aux États-Unis historiquement, même si ça aussi c'est en train de changer. Donc Turner qui
travaille beaucoup sur le golf, beaucoup sur la NBA, voilà, a voulu tenter ce pari, qui est un gros pari financier, parce que le prize money était quand même très important. 9 millions de dollars pour le vainqueur. Donc ça n'a pas marché. Enfin, les gens qui s'authentifiaient, qui avaient payé, ensuite n'arrivaient pas à se connecter sur la plateforme aux États-Unis. Donc ils ont fini par balancer un lien sur les réseaux sociaux pour regarder le match gratuitement. Eux estiment qu'effectivement ils vont perdre beaucoup d'argent, mais qu'ils sont quand même contents du produit. Ça fait quoi? Ça fait 750 000 connexions, enfin 750 000 personnes qui ont regardé le. C'est sûr qu'une fois que c'est gratuit, ça attire beaucoup plus de personnes. Donc, je pense que ça répondra pas vraiment à ce qu'ils essayaient de savoir sur leur modèle économique, mais il faut savoir que, ils ont signé pour éventuellement plusieurs événements Tiger et Phil. Sauf que là, tout le monde se dit que ce serait peut-être mieux de faire des équipes, de faire un match par équipe, de faire un truc, peut-être de changer un Ryder Cup, quoi, en gros. Or, ça n'est pas prévu dans le contrat, donc c'est la difficulté. C'est-à-dire que ce pourquoi Tiger et Phil se sont engagés, c'est exactement cette formule-là qui peut éventuellement être répétée. Si en revanche ils veulent changer la formule, il faudra repasser par la case contrat, avocat. Alors messieurs, justement, ce qui peut prendre du temps aux États-Unis. Ce qui peut prendre quelques années. On a posé la question aux joueurs du Tour. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ce match? On commence par Clément Sordet, qui lui n'a pas regardé. Non, je n'ai pas regardé parce que pour moi, en gros, ils faisaient ça un petit peu pour l'argent. Donc non, je sais pas trop. Ça m'intéressait pas trop. Pour moi, c'était un petit peu faux, même si c'était peut-être un vrai match au fond. Mais ça se trouve, ils partageaient l'argent au fond, donc en plus, c'était même pas leur argent. Un peu trop bling-bling. Alors un peu trop bling bling pour Clément Sordet, ça faisait un peu faux. Moi je suis pas d'accord. Moi j'étais déçu qu'il n'y ait pas plus de paris. D'ailleurs le PGA Tour a limité la somme de paris que les deux joueurs pouvaient faire. En dehors du match, il y avait des paris à côté du. Le tout venant pouvait parier. C'est ça les paris entre Mickelson et voilà. Moi je fais birdie je te parie $200 000 que je fais birdie au premier trou, etc. Ça savait pas un peu on expose l'argent. C'est sûr que c'est un peu choquant. Enfin vous avez vu les photos de Mickelson et Tiger posant avec cette montagne de billets. Bon, c'est vrai que nous en Europe, on a sans doute plus de mal à appréhender ce genre de choses. En golf, il y a beaucoup d'argent. Non, mais c'est vrai que Woods et Mickelson ont gagné beaucoup d'argent dans leur carrière. Bon, là, c'est le truc un peu ultime. Après, c'est deux des joueurs les plus exceptionnels de tous les temps en golf, face à face. Il y avait vraiment deux façons de voir le match. On en a parlé déjà. Il y avait vraiment des deux côtés de l'Atlantique. Du côté américain, c'était totalement normal. C'est dans la culture, ça choquait personne. Et alors, du côté européen, mais pas que les Français, même les Britanniques, tout le monde était assez choqué par ces montagnes de billets. C'est vrai que le malaise est venu après ces photos. La photo de Mickelson est mythique. Pour moi, c'est une des plus belles photos de golf de tous les temps. Mais il nous en fait quelques moments mythiques cette année avec sa pub. Le clip là, pour une marque de chemise, je vous invite à la retrouver sur notre site. Je sais plus ce qu'on en a fait, mais on va la remonter parce que je pense que ça fait partie des moments les plus cultes qu'il a pu faire. Il est complètement à l'ouest, le gars, quoi. Mais au-delà du côté bling bling, on en a parlé un tout petit peu la semaine dernière. Désolé, ça peut-être pas là. Mais moi, c'est ce qui m'avait vraiment évidemment choqué, qui m'avait fait dire que c'était complètement fake et que. Mais voilà, t'as ce côté-là en amont qui fait un peu capillotracté dans tous les sens, mais bon, comme tu dis, c'est très bling bling, très américain, ok, soit. Mais en termes d'intérêt, de sportif, niveau de jeu. Et même de façon de diffuser le truc, il s'est rien passé, quoi. Le niveau de jeu, ça on y peut, ça on peut pas c'est savoir, éventuellement le risque. Effectivement, le niveau de jeu était pas terrible, mais bon, il y a quand même eu un peu de suspense. Ouais, il y a eu suspense, ça s'est gagné au 22e trou, quoi. Ce qui est pas si mal. Oui, mais c'est pas mal quand même. Suspense relatif, quand même. C'est vrai que oui, bon, le niveau de jeu était quand même pas. Oui, mais ça on y peut rien, ça c'est du sport. Là, on parle de tout ça, mais enfin. Je sais pas à quoi ressemblaient vos timelines Facebook ou Twitter dans les semaines qui ont précédé, mais moi, tous les fans de golf qui peuvent être dans mes amis et Facebook ne parlaient que de ça. C'est vrai que c'était comment on peut le regarder, comment on peut y accéder. Les contenus étaient partagés sans arrêt. Enfin, ça prouve. Alors c'est vos amis, Seb, parce que nous du côté français, c'était vraiment, et même anglais encore une fois, c'était vraiment tout le monde s'en désintéresse et trouvait ça assez scandaleux. Après, c'est sûr que pendant le match, en revanche. Enfin, moi je trouve que c'était le meilleur moyen de suivre le match, c'était sur la timeline, notamment Twitter, où là on avait le match quasiment en direct, on savait tout ce qui se passait, on savait que les commentateurs en faisaient trop, qu'ils étaient trop nombreux, qui racontaient leur vie, qu'ils savaient pas trop quoi faire, que c'était pas très bien réalisé. Martin, on a tout suivi. Mais au-delà de, là on est en train d'un peu de défoncer le truc, il y a quand même. Non, mais un petit peu. Enfin, moi en tout cas. Il y a quand même plein de trucs vachement intéressants. Déjà sur la façon de re-regarder le golf, parce que comme tu le disais, c'est des matchs qui ont déjà existé, Duval, etc. Et aussi c'est sur le côté, je veux dire, c'est un peu novateur. C'est un peu comme les skins games à l'époque. C'est du pur divertissement. Et en ça, je trouve ça vachement intéressant. Une autre façon de regarder le golf. C'est ça. Alors justement, on a reposé la question à Romain Langasque, lui aussi, et lui
il n'est pas du même avis que Clément Sordet. Ouais, c'est sympa, je pense que ça fait partie de... Aujourd'hui, ça devient de plus en plus comme ça, quand on voit Mayweather contre McGregor, voilà, c'est... Après, c'est vrai que bon, d'un autre côté, on a un tour européen qui rame un peu sur les dotations et on voit que pour un match, ils sont capables de mettre 9 millions. Nous, on fait 9 tournois, eux, ils font un 18 trous. Donc, mais bon, c'est deux légendes du golf. Non, c'est top. Ça peut amener des golfeurs, tu vois, ce genre de choses. Un peu les mecs qui parient, mais qui jouent pas au golf. Puis ça va peut-être leur dire, putain, j'ai envie d'essayer moi aussi, parce que tu as beaucoup de joueurs de poker ou quoi qui ont dû être là et qui ont peut-être... Donc ça peut être une forme de différent golf. C'est des formes de démocratisation du golf, je pense que c'est bien. Une forme de démocratisation du golf. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, est-ce que ça peut amener des gens, des parieurs, il le disait ce format-là spécifiquement, honnêtement, j'en sais rien, mais je crois que le golf bénéficie de toutes les tentatives d'avoir... voilà, c'est très bien, le stroke play sur 4 tours, toute l'année, on a ça, c'est top. Mais tout ce qui peut être un pas de côté et qui fait que ça peut éventuellement attirer d'autres publics, je pense qu'il est important, sinon on est condamné à rester entre fans qui apprécient qui est quand même pas facile à suivre, hein. Enfin, le golf, suivre 4 jours en stroke play, même les gens qui adorent ça, souvent ils vont dire ouais mais bon... Pour vous, est-ce que ça fait partie des tentatives, comme on a vu sur le Tour européen avec le Golf X, truc comme ça, de faire une nouvelle vision du golf, quoi, voir le golf différemment? C'est le même genre, ouais. C'est le même genre dans le sens où tu réponds un peu plus à une demande de la façon dont les gens consomment le divertissement au sens large du terme, que ce soit à la télé ou sur les écrans ou quoi. Et je vois pas pourquoi le golf pourrait pas rentrer dans cette façon de voir les choses là, en gros. Et ce que je trouve intéressant avec ce genre de tentative là, c'est que ouais, ça peut démocratiser. C'est un peu quelque part comme la Ryder Cup. C'est un format complètement à part de tout le reste qui est un peu le fameux stroke play sur 4 tours qui est un peu pas ça dépoussière un peu, quoi. Ça dépoussière un peu le format. Non seulement ça peut te le dépoussiérer, mais ça t'amène des gens qui ne connaissent rien au golf et qui ne s'y intéresseraient pas, autrement. Parce que là, c'est simple, c'est un mec contre un autre mec, c'est Tiger Woods contre Phil Mickelson. À Las Vegas en plus. À Las Vegas, machin, milieu, les gars, ils sont un peu bling bling. Le week-end de Thanksgiving aussi, ce qui fait qu'on a pas mal parlé dans les foyers américains. Ça peut être évidemment fake comme a pu l'être Mayweather contre Conor, McGregor. C'est du fake absolu, mais sauf que tout le monde en a parlé. Ouais, enfin, c'était du fake absolu. Ils sont quand même tapés un peu dessus. C'était du MMA, pour rebondir ce que disait Langas. On n'est pas là pour en parler, mais bon. C'était de la boxe, ouais, mais entre quelqu'un qui faisait du MMA. C'était un peu fake, mais. Ouais, enfin, moi, j'aurais pas été sur le ring quand même. Mais non, mais c'est pas un hasard si c'est aux États-Unis, si c'est Bleacher Report qui a porté ça en termes de marque pour le groupe Turner. C'est qui Bleacher Report ? Bleacher Report, c'est le nouveau média digital cool qui a été acheté par Turner il y a quelques années, qui traite quand même essentiellement de football américain, de NBA. Voilà, c'est un média qui aujourd'hui est devenu extrêmement puissant, qui est 100% digital, et c'est ce média-là qui a porté ce match. Et moi, rien que ça, déjà j'étais content de voir ça. On sortait un peu du CBS, NBC, Golf Channel. Voilà, on avait Bleacher Report qui inondait sur ses réseaux sociaux extrêmement puissants d'images de golf de Mickelson et Tiger Woods. Et mais qui s'est planté quand même, qui s'est planté. Ouais, mais qui s'est planté, c'est quand même. Non, mais on parlait de Mayweather McGregor, le pay-per-view de Showtime, ça fait 50 ans qu'ils font du pay-per-view aux États-Unis, ça a planté aussi. Hein, non, mais moi je parlais d'un point de vue production, du fait que les commentateurs, que ça a trop parlé, qu'ils sont quand même. Ouais, ils ont essayé de mettre Barclay, c'est pas facile, ils ont essayé de mettre Barclay, c'est sûr, mais ils ont essayé de faire des choses. Non, mais on aurait pu quand même attendre mieux. Voilà, le niveau de jeu quelque part, on n'y peut rien, mais sur tout le traitement golfique, c'est sûr que. J'ai pas suivi, tout le monde disait qu'apparemment c'était raté, qu'il y avait trop de commentateurs. Non, en gros, c'est quand même dommage pour les Américains sont quand même très bons normalement dans tout ce qui est entertainment, dans production télé. Et là, ils avaient quand même un produit qui paraissait en or et ils sont quand même. C'est la complexité. Enfin, le golf déjà, c'est hyper dur à produire. Donc ça, c'est une complexité que vous avez à la base. Et là, vous avez deux joueurs qui jouent. Enfin, vous vous souvenez à l'époque des finales de World Match Play à Wentworth, là quand ce tournoi existait. C'était le truc le plus long du monde quand même. Vous aviez deux joueurs en finale. Et vous regardez quand même essentiellement des joueurs qui marchent. Hein. C'est quand même l'essentiel du programme. Donc c'est hyper compliqué. C'est ça le principal problème d'un match comme ça. C'est deux types face à face. Et en golf, deux types face à face, c'est des types qui marchent. Alors c'est vrai qu'on a vu le Golf X qui, eux, ils ont fait carrément des équipes avec de la musique, avec du vrai show. Golf X. Qui a vraiment fait quelque chose.
vraiment chaud autour du golf, quoi. Est-ce que c'est ça l'avenir? Est-ce que c'est ça je te prends un autre. Je suis d'accord avec toi complètement. Le golf sixes, ça peut être rendre ça moins boring, comme on dit. On rappelle, le golf sixes, c'est des formules par équipe sur 6 trous, ça va vite, c'est un peu péchu, c'est un peu machin. Mais regarde, aux États-Unis, t'as un programme qui marche super bien. Tu me dis si je me trompe, évidemment, Seb. C'est les finales c'est les coupes du monde de long drive, là, les trucs, les productions de ouf, avec des gars et des nanas qui tapent comme des sourds, qui crient. Voilà, c'est du pur divertissement, ça. Et c'est vrai qu'ils passent ça à la télé. Ils passent ça à la télé, ça fait. Pourquoi ça marche? Parce que c'est simple, tout le monde comprend. Il faut aller le plus loin possible. Voilà, c'est impressionnant parce qu'on se dit, wow, il a envoyé la balle à 400 mètres, c'est incroyable. Et effectivement, le golf a besoin de ça, d'un truc qui est dans le plaisir immédiat, tout le monde comprend. Et en attendant de ça, on voit les JO qui se disputent encore en stroke play, quoi. C'est un peu. Ça, effectivement, moi, je pense que c'était une erreur majeure de mettre. D'ailleurs, ils ont reconduit, je crois, le format. JO, en stroke play, même si c'est le format le plus juste, c'est aussi le format qui est le moins accessible au grand public. Mais c'est sûr que le golf a un problème avec son format. C'est plus du tout un format du 21e siècle. En tout cas, c'est bon pour les golfeurs. Nous, les golfeurs, on adore. Ceux qui jouent, évidemment, adorent parce qu'ils savent que c'est le meilleur qui va gagner à la fin. Mais en 2018-2019, pour un programme télé, pour intéresser des nouveaux publics, et même, on sait, même dans la pratique des golfeurs, on sait très bien qu'un 18 trous, c'est long. Et alors, un tournoi sur 4 x 18 trous, c'est très long. Donc, c'est sûr qu'il faut trouver d'autres moyens de montrer ce jeu et de faire disputer ce jeu. Ce match, finalement, c'était uniquement pour faire du buzz. Quand on y réfléchit, non? C'était, il y avait un vrai intérêt à le regarder. Franchement, c'est un truc mythique. Sportivement, ça, en tout cas, ça va rien changer à la carrière, ni de l'un ni de l'autre. C'est anecdotique. Le vainqueur, on en parle. Non, mais bien sûr, mais c'était anecdotique quand Tiger le faisait, même si quand il le fait de mémoire, c'est 99 ou 2000 contre Duval. Bon, ils sont numéro 1, numéro 2 mondial, donc évidemment ça a quand même plus de portée qu'aujourd'hui, mais c'est le truc qui a jamais eu lieu, quoi. C'est un peu comme le Holyfield Tyson, quand il a enfin lieu en boxe, c'est un peu trop tard, mais on en a tellement rêvé toute notre vie de voir ces deux grands champions s'affronter qu'on est quand même content de les voir, même si on aurait préféré que si le duel avait eu lieu en 2000, 2001, 2002, voilà, ça aurait été encore mieux, mais malheureusement ça n'est pas arrivé. Ouais, malheureusement il s'aimait pas trop. Non, voilà, c'est aussi pour ça que ça n'arrivait pas à l'époque. Alors, est-ce que le Hero Challenge qui a eu lieu cette semaine, là, on le met dans le même sac ou pas du tout? Parce qu'on retrouve quand même 18 joueurs, les meilleurs du monde. Ouais, mais là, il y a déjà 18 joueurs. C'est quand même un tournoi où, pour l'avoir fait et suivi depuis très longtemps, ce tournoi, c'est vrai que c'est un tournoi exhibition. Mais bon, c'est un tournoi exhibition où on fait devenir les 18 meilleurs joueurs du monde. Ça compte pour le classement mondial. C'est un vrai parcours de championnat. Enfin... Pas d'intérêt, quoi. Entre le Tour Championship avec 30 joueurs ou celui-là avec 18 joueurs, voilà, enfin... Même à l'époque, le trophée Lancôme, c'était un peu ça à l'origine, c'était une exhibition. Il y avait les meilleurs joueurs qui venaient. Vous pouvez aller jusqu'à dire que la Ryder Cup c'est une exhibition aussi, hein, mais Rory McIlroy avait eu ses mots malheureux il y a quelques années, ça avait choqué beaucoup de monde, mais c'est pas complètement faux. Ça dépend ce qu'on appelle exhibition ou pas. Ça dépend le cœur que les joueurs y mettent. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est une exhibition jusqu'à ce qu'on ait une histoire derrière qui fait que plus personne ne considère ça comme une exhibition. Mais ça se trouve, dommage, ce sera un truc légendaire dans 50 ans. Hein. Non, tu rentres pas du tout dans la même catégorie, dans le sens où la production et la façon de diffuser cette rencontre-là, elle est pas du tout du même ordre. Le Hero Challenge, c'est un tournoi classique ou quasi classique. Les gars, ils ont pas des micros sur eux. Les caddies n'ont pas de micros sur eux. T'as pas des drones dans tous les sens qui tentent des plans hallucinants. T'as pas Charles Barkley qui vient au départ du 1 faire 2-3 conneries. Enfin, voilà. Alors que sur le match, c'est ça, moi, que j'ai trouvé presque le plus intéressant dans tout ce demi-fiasco ou demi-truc un peu raté, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, c'est ça, c'est ces tentatives de montrer le golf différemment, de faire entendre des choses qu'on n'entend pas d'habitude, ou que seul si t'es sur le tournoi à côté du gars, tu entends un petit peu ce qu'il dit avec son caddie, et encore quand t'es un peu dans les cordes et que t'as la chance de pouvoir, comme nous, marcher près des gars, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est de rentrer dans les coulisses, c'est de rentrer dans les interactions entre les joueurs, c'est de rentrer dans ce côté un peu, je te parie que tu peux pas la faire celle-là, machin, et moi je pensais vraiment qu'ils allaient jouer à bloc là-dessus, Woods et Mickelson, et ça a fait une espèce de... Mais là, c'est la faute du PGA Tour. C'est eux qui ont voulu limiter ça. Ouais, mais pas forcément que sur les pareils, c'est sur les petits. C'est deux gars qui sont réputés, qui sont pas que réputés, qui sont les plus chambreurs qui soient sur le PGA Tour. Les gars, ils arrêtent pas de chambrer tout le monde, ils arrêtent pas de vanner tout le monde, ils arrêtent pas de faire des blagues sur tout le monde. Ouais, mais Woods, c'est rien passé, quoi. Woods est beaucoup plus distrait que Mickelson dans ce sens-là. Il vanne, mais en dehors des micros et tout ça. C'est sûr que le micro et puis
encore une fois, même s'ils étaient d'accord pour faire le match, ils se sont quand même détestés pendant des années. Surtout Woods a détesté Mickelson pendant des années, et c'est dur. C'est dur quand vous avez un micro et vous avez une caméra en face de vous. C'est dur de renouer un dialogue. C'est là où je regrette moi énormément les skin games, quoi, parce que là ça chambrait vraiment. C'était fun, quoi. Rappelez ce qu'est un skin game. Alors le skin game, c'était une formule en 4 joueurs, 2 équipes de 2 qui jouaient l'un contre l'autre, et en gros il y avait ou chacun en individuel, ou c'est vrai. Et il y avait, en gros, tu as une certaine somme d'argent à louer pour un trou. Si tu gagnes le trou, si tu fais le meilleur score sur le trou, tu gagnes l'argent qui est sur le trou. Et si tout le monde fait le même score, la somme d'argent est répercutée sur les trous d'après, etc., etc. Donc tu peux te retrouver avec un coup ou un trou qui vaut, je sais pas, $300 000. D'un seul coup, c'est une espèce d'enjeu un peu rigolo. Et au-delà du financier, c'est le côté un peu, voilà, il se passe quelque chose, quoi. Ouais. Et il se passait quelque chose dans les interactions, c'était fun, c'était léger, et puis il y avait un public qui était vraiment dans le jeu, c'était vraiment cool, quoi. Et ça manque un peu, je trouve. Couples a fait sa fortune sur les skins games. Je pense qu'il a gagné plus grâce à ce tournoi-là que. Il était réputé pour être une machine de skin game. Et moi, quand j'étais gamin, tu regardais ça, voilà. Mais même le Skill Challenge, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de formules un peu alternatives. Ouais. Moi, j'avais beaucoup de plaisir à l'époque à commenter le Skill Challenge. C'était un petit tournoi de fin d'année. On a eu des formules improbables, les joueurs qui jouaient avec leur caddie, qui jouaient avec leurs enfants, enfin tous ces trucs-là qui sont hyper sympas. Il y a encore pas mal de formules un peu. Pro-am très poussé aux États-Unis avec des stars du sport, etc. Mais dans la saison, je crois qu'il y a un shootout aussi, Franklin Roosevelt, tout à fait. Comme ça, il me semble qu'ils sont par équipe. Et d'ailleurs, je crois que c'était Lexi Thompson qui avait joué avec Jon Rahm cette année, il me semble. C'est ça, c'est des formules comme ça. Il y a le Wendy's Free Tour Challenge qui n'existe plus aussi. Donc il y a plein de trucs, mais on a besoin de ça. Mais tu restes quand même toujours dans le côté un peu tournoi, je vais pas dire plan classique, mais pas loin, quoi. Là, sur le côté skin game et The Match, que tu sors vraiment du côté sportif pur, tournoi, machin. Tu changes les codes, quoi. Tu changes les codes et puis tu fais rentrer un peu dans le divertissement, voilà. Et je trouvais ça, The Match, je trouvais intéressant sur ce côté divertissement pur pour faire rentrer le golf dans ce côté, voilà. C'est aussi du divertissement, c'est avant tout du divertissement. Et qu'on sorte un peu de ce côté. Alors messieurs, trop sportif. Après ça montre quand même un truc à mon sens, il y a un enseignement, c'est qu'on a beau dire Tiger il est plus grand que le golf, Mickelson aussi quasiment. Et quand on dit plus grand que le golf, on dit plus grand que les institutions golfiques. C'est vrai quand même que jusqu'à un certain point, parce que mine de rien, c'est bien deux matchs, mais si c'était deux matchs en dernière partie du Masters, évidemment c'est quand même ça pas tout à fait ça c'est rassurant quand même. Exactement, je suis d'accord, effectivement. On peut pas créer artificiellement de toutes pièces un truc comme ça, même si il y a un intérêt énorme, c'est pas la même chose. L'intérêt énorme de 9 millions notamment. Ouais, exactement. Alors, messieurs, avant de terminer, pour vous l'avenir de ce genre de formule, est-ce que vous voyez un autre The Match avec d'autres joueurs par exemple, ou non, il y a que Mickelson et Woods qui peuvent drainer autant d'argent, tout le monde. Surtout Woods, hein. Vous enlevez Woods, Mickelson, il a du mal à attirer du monde. Hein. Donc c'est le deuxième joueur le plus connu au monde, mais c'est le deuxième. Voilà, on l'a vu encore l'année dernière. Woods est largement devant tout le monde. Donc il faut Woods pour un événement comme ça. Si vous n'avez pas Woods, c'est quand même très très compliqué d'attirer du monde. Un The Match avec Woods et un autre joueur, Arnaud, si vous. Ouais, enfin un autre joueur, ce sera compliqué parce qu'encore une fois, il n'y a que Mickelson derrière Woods. Peut-être un joueur européen, un double, un comme McIlroy, le disait par Sébastien, exemple. il parle éventuellement d'un double de mettre Justin Thomas et Jordan Spieth par exemple avec Woods et Mickelson, nouvelle génération et ancienne, mais pourquoi pas. Alors pour terminer, Sébastien, est-ce que vous avez des nouvelles d'Anthony Kim ? Comment il va ? Alors je suis ça de très près, vous le savez. J'ai vu les mêmes images que vous. Hein. La dernière fois, quelqu'un l'a filmé comme ça au practice. Je désespère pas de le revoir un jour jouer au golf. Ça reste un des joueurs les plus excitants qu'il m'a été donné de suivre ces dernières années. Ce bon Anthony Kim qui mettait des fessées à Sergio Garcia en Ryder Cup en 2008, qui faisait des scores improbables. Allez, ça sera la fin de cette Salut émission. Anthony, si tu nous entends. Merci de l'avoir suivi, merci à Rémi Rivière pour la technique et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.